troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de François Gomis, docteur en sciences politiques, Amadou Sylla, coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France, et notre éditorialiste Jean-François Akanji Combé. Place à présent à l'économie. Après 5 ans de baisse des cours, les prix des matières premières et notamment des métaux repartent à la hausse. De quoi rendre le moral aux professionnels qui participent depuis ce lundi en Afrique du Sud au Salon des mines africaines. C'est le Mining Indaba. Les précisions de Moukel Soumba. Des experts, des acteurs du secteur minier africain, des investisseurs issus d'horizons divers se réunissent depuis le 6 février à Cape Town en Afrique du Sud à l'occasion de la 23e édition de la conférence internationale annuelle de l'investissement minier en Afrique. La rencontre prendra fin ce 9 février 2017. 2017 sera-t-elle un tournant pour le secteur minier africain? Les décideurs, conscients depuis quelques années de la baisse drastique de la production minière et la régression des cours des matières premières, telles que le fer, l'étain, le cuivre ou encore l'or, tentent de trouver des solutions idoines afin de redynamiser ce secteur. Le secteur minier africain est au ralenti depuis quelques années. Parmi les préoccupations majeures des participants figure en bonne place l'impact du ralentissement de la filière sur les économies africaines, notamment celle de l'Afrique du Sud. Nous nous penchons aussi sur les questions tournant autour des ressources humaines et de la formation. Après la série de mauvais chiffres enregistrés au début de l'année 2016, la production minière de l'Afrique du Sud a enregistré une hausse de 3,4% comparativement à l'année précédente. La progression de la production de minerais de fer a permis le redressement de la filière. D'ailleurs, l'industrie minière constitue l'épine dorsale de l'économie sud-africaine. Elle représente 50% des exportations du pays. 2016 a été une année difficile pour l'Afrique du Sud à cause d'abord de la chute des prix des matières premières. Ensuite, les problèmes de fourniture en électricité ont pénalisé l'économie. La croissance s'est contractée à 0,1% au premier trimestre, puis elle est passée à 0,6% au deuxième trimestre. Le fort taux de chômage et la faiblesse du secteur minier qui contribue beaucoup à l'économie du pays ont également pesé. Enfin, une réglementation contraignante a éloigné les investisseurs. Fully understood, and at the end of the day, that then strengthens. L'Afrique du Sud figure parmi les plus grands exportateurs de minerais dans le monde. Les exportations en or sont estimées à 11,9 milliards de dollars, 10,3 milliards pour le diamant, 7,45 milliards de dollars pour le platine. Ses principaux acheteurs sont la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Inde ou encore le Royaume-Uni. Jean-François, depuis plusieurs années, on l'a vu, le secteur se portait mal, la production minière et les prix avaient donc chuté. Depuis quelques mois, le prix du fer, du cuivre, de l'étain a nettement augmenté après 5 ans finalement de crise. 2017 sera-t-il un tournant pour cette économie minière mondiale ? On peut l'espérer sur le plan conjoncturel. Si les cours remontent, c'est une bonne nouvelle. Mais un sommet qui a ça comme enjeu principal en son centre, c'est un sommet qui porte en fait sur un des éléments de la dépendance de l'Afrique. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? L'Afrique est dépendante des cours mondiaux. Les cours mondiaux, ce ne sont pas les États africains qui en décident, ce sont les consommateurs, donc les pays étrangers, en particulier les pays occidentaux. Et j'entendais tout à l'heure dans le reportage cette autorité qui était en train de dire que des réglementations contraignantes finissaient par éloigner les investisseurs. Et ça, je trouve ça préoccupant pour l'Afrique. Parce que pour moi, il y a 2 enjeux principaux. Il y a d'abord la question de la souveraineté des pays africains sur leurs ressources naturelles. Et ça, si vous êtes souverain sur vos ressources naturelles, vous n'avez pas à plier l'échine devant quelqu'un parce qu'il a le portefeuille qui est un peu garni. Le deuxième enjeu, de mon point de vue, qui est un enjeu interne aux pays africains, c'est la redistribution des richesses qui proviennent de cela. Et quand on a dit cela, il serait peut-être temps qu'on convoque une conférence internationale sur ces questions-là. Et ce sont des questions qui sont très concrètement extrêmement difficiles à gérer. Je prends juste cet exemple et j'en ai fini. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, nos téléspectateurs, que la République centrafricaine s'est donné une nouvelle constitution qui prévoit ça, la souveraineté sur les ressources naturelles, un peu comme le Sénégal d'ailleurs. Et puis, une deuxième chose, que tout contrat minier qui sera signé par le gouvernement nécessite une autorisation parlementaire préalable. Et je peux vous dire que lorsque la question est posée comme ça sur le terrain, c'est une lutte. Nous ne sommes qu'au début de la lutte dans les pays africains. Pour moi, c'est ces 2 enjeux-là,
la souveraineté et la transparence. Qu'est-ce qui explique que c'est finalement si difficile de garder la souveraineté sur ses propres matières premières, M. Gomis? Je pense qu'il faut remonter un peu plus loin depuis, disons, la séquence coloniale, où il y avait une certaine division internationale du travail, où quasiment tous les pays d'Afrique en étaient réduits à exporter leurs matières premières. Donc, si vous remarquez, par exemple, tous les pays, que ce soit aussi bien les pays miniers que ceux qui sont dotés d'hydrocarbures, ont tous le même problème, c'est-à-dire un manque de diversification de leur économie. Ils se contentent juste d'exporter leurs matières premières. Et surtout de ne pas transformer, sans la transformation. J'allais y arriver parce qu'il n'y a que la transformation qui peut être source de plus-value et puis de redistribution des richesses de manière plus équitable pour les pays. Mais en ce qui concerne le problème des mines que vous évoquez à l'époque, c'est qu'il faut qu'on réussisse, à défaut d'inverser le rapport de force entre nos États et les multinationales, tout au moins de les équilibrer. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à faire cela, je vois mal comment les ressources naturelles pourront bénéficier en priorité aux Africains, dans le cas d'espèces. Jean-François, je vous en prie. Il faudrait aussi que les États africains arrêtent de se faire concurrence entre eux. Parce que peut-être que les intérêts sont trop divergents, finalement. Ils sont capables de convoquer des conférences internationales pour dire nous sommes l'Afrique et nous ne parlons que d'une seule voix. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de convoquer d'autres conférences pour dire nous sommes souverains sur nos ressources naturelles? Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une concurrence féroce de nature juridique sur les règles d'investissement pour attirer les meilleurs investisseurs, etc. Et c'est là que le bas blesse. Et si nous ne faisons pas l'un et l'autre, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Ce qui est intéressant, c'est que ces fluctuations des cours des matières premières est très très volatile. Est-ce que après cette nouvelle flambée des prix, est-ce qu'on doit s'attendre à, dans les prochains mois, une nouvelle chute des cours, M. Gomis? Nul ne peut savoir de quoi demain sera fait. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse se prémunir contre ces fluctuations. Mais pour le moment, aussi longtemps qu'on n'aura pas des économies diversifiées, je pense qu'on sera toujours exposé à cette volatilité des prix sur le marché, parce que ce n'est pas nous qui les fixons. Donc, en ce sens, il est plus que jamais urgent, comme l'a dit Jean-François, qu'on puisse poser une vision panafricaine pour éviter de nous concurrencer entre nous à chaque fois et surtout éviter qu'on puisse utiliser les uns contre les autres. Il ne serait pas une mauvaise idée de faire une sorte de moratoire, d'arrêter un peu avec les ressources minières et de voir si nous pouvons nous développer autrement. Nous le pouvons. Simplement, ceux que nous pourvoyons en ressources, ils ne le peuvent pas. Mais à ce moment-là, on verra que l'Afrique a un potentiel de puissance qui est assez considérable dans les rapports de force, justement pour équilibrer les rapports de force. Il n'y a que nous qui ne sommes pas conscients de notre force. On va toujours parler d'économie avec cette fois une start-up nigériane de production et de commercialisation de chaussures qui a été lancée en 2016, qui ambitionne de créer de l'emploi au Nigeria. Babajide Ipaye veut faire de son business de chaussures en pleine floraison une plateforme de création d'emplois. Explication de Clément Joël Soala. Jeune entrepreneur nigérien, Babajide Ipaye a lancé il y a une année une marque de basket de qualité inspirée de l'Afrique. 1500 paires de baskets ont déjà été vendues en ligne et dans des magasins à Lagos à $59 américains la paire. Babajide Ipaye a pour objectif de multiplier par 10 ce chiffre cette année sur un marché nigérian qui représente pour lui un fort potentiel. Conscient des réalités africaines et du fort taux de chômage de son pays, le nouvel entrepreneur souhaite délocaliser sa fabrique de chaussures, actuellement basée aux Pays-Bas, sur le sol nigérian afin de créer de nouveaux emplois. Pour atteindre cet objectif, Ipaye doit d'abord convaincre les investisseurs. The goal is very simple. We want to sell at least 15,000 pairs of shoes. L'objectif est très simple. Nous voulons vendre au moins 15 000 paires de chaussures, ce qui signifie que si nous installons l'usine au Nigeria, nous avons un marché prêt parce que le défi est majeur. Nous ne pouvons pas mettre en place une entreprise de fabrication et ne pas avoir un canal pour promouvoir le produit. Nous devons obtenir les volumes pour les 12 prochains mois. Les chaussures Kicks, de leur côté, s'arrachent petit à petit dans les magasins de Lagos. Commercialisée depuis 2016, la marque propose déjà 5 modèles sur les 7 de sa collection actuelle. Confort et qualité sont au rendez-vous pour une marque africaine.
Nous avons commencé à vendre des chaussures Kicks en juillet 2016 et jusqu'à présent, nous nous en sortons très bien. Nos clients sont vraiment satisfaits de la marque essentiellement parce que, vous savez, c'est une marque africaine et il n'y a rien de tel à ce jour. Environ 20 pièces sont vendues par mois et nous espérons faire mieux. Si vous me demandez de comparer, c'est vraiment super pour des baskets. Ça fait plaisir d'en avoir. Kicks produit actuellement 1000 paires de baskets tous les 3 mois. En plus de l'esthétique de ses produits, l'entreprise se veut être sociale. Le fondateur Ipaye promet verser 10% des ventes à d'autres entrepreneurs nigérians dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté dans son pays. Le jeune entrepreneur recherche activement des investisseurs pour développer son affaire et réaliser son rêve de construire une industrie manufacturière pour des chaussures de qualité made in Nigeria. Monsieur Sylla, on peut rêver de voir des chaussures nigérianes portées partout dans le monde. Ah ben ça c'est la créativité en tout cas de la jeunesse africaine, donc il y a effectivement de l'espoir parce que je pense que nous avons une population très jeune et qui est créative, qui a voyagé, qui a découvert, qui a fait beaucoup de découvertes et qui aussi a l'ambition de porter de grands projets sur le continent africain. Je crois que ça c'est un très bel exemple. Et puis voilà, je pense qu'il faut nationaliser effectivement ce genre d'initiative. Il faut que les Africains s'en approprient. Il faut que les investisseurs africains aussi acceptent d'investir sur ce genre de, de créativité. Je crois que c'est à ce prix-là, effectivement, qu'on pourrait donner à l'Afrique toute sa noblesse, toute sa grandeur en tant que, voilà, pays. Jean-François, le Made in Africa vous inspire, je vous vois sourire depuis tout à l'heure, il vous inspire beaucoup, visiblement. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Et puis, votre slogan, le Made in Africa, c'est un slogan que j'aimerais bien voir écrit au fronton de toute l'Afrique. C'est une excellente initiative. Maintenant, après ce qui vient d'être dit, je ne peux rien ajouter d'autre que le fait que nos gouvernements ont aussi une sorte de devoir de soutenir ce type d'initiative, non pas pour leur déploiement sur le marché local, mais d'abord sur le marché international. Parce que l'enjeu, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est pas que les chaussures fabriquées au Nigeria soient portées au Nigeria. C'est dans toute l'Afrique, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Or, les barrières tarifaires et les barrières douanières sont là pour les produits qui ont été transformés en Afrique et qui veulent entrer en Europe. Et ça dépasse la capacité de négociation ou de discussion d'un entrepreneur, fût-il très ingénieux. Ça, c'est la responsabilité de nos gouvernements. Et il faut espérer que votre pronostic se réalise d'ici peu, c'est-à-dire que dans quelques années, voilà, qu'à New York on porte cela. On peut toujours espérer, en tout cas on l'espère fortement. Ça veut dire que la révolution aura eu lieu. L'investisseur a parlé en tout cas d'obstacles. L'obstacle, ce sont les investisseurs. Il est actuellement aux Pays-Bas. Il souhaite convaincre les investisseurs de l'accompagner au Nigeria. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire de tirer des investisseurs en Afrique? Je pense que ouais, c'est parfois une difficulté, mais comme l'a dit M. Akanji, c'est que c'est à nos gouvernements de prendre ce genre, disons, de problématiques à bras-le-corps. Parce que j'aimerais ajouter sur ce qu'a dit M. Sylla, qui a fait le tour de la question, c'est que, si vous remarquez par exemple, depuis le début des années 2000, on parle de renaissance africaine. Or, je suis persuadé, à mon intime conviction, que la renaissance ne se fera pas sans l'expression du génie créatif d'expression africaine. Donc, c'est ce genre de réussite, que je considère comme une réussite déjà, quand bien même il y aurait des difficultés à convaincre des investisseurs étrangers, mais je pense que quand même au niveau local, il doit y avoir j'allais dire mécènes, qui peuvent quand même financer ce genre d'initiative parce que le développement du continent passera d'abord par, disons, une kyrielle d'entrepreneurs locaux. Donc, je ne dis pas qu'on va se fermer, mais on a besoin, certes, des investisseurs étrangers, mais il faut d'abord que l'initiative parte du niveau national et puis qu'elle soit renforcée par le niveau
internationale. On va à présent s'intéresser à notre chiffre du jour qui est 192 milliards de francs CFA. C'est le coût de l'organisation de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 qui s'est achevée le 5 février. Rappelons-le avec la victoire du Cameroun face à l'Égypte. Ce chiffre sera consolidé avant le 15 mai prochain, date à laquelle le comité d'organisation promet, après avoir déposé son rapport complet devant la Cour des comptes, de publier les chiffres consolidés. 192 milliards de francs CFA organisés autour d'une coupe sportive. Jean-François, c'est beaucoup, c'est pas assez. Qu'est-ce que vous en dites? Diarra, là, j'ai envie d'être un peu moins rationnel et de mettre en face des 192 milliards le nombre de battements de cœur en Afrique, de crises devant l'écran, quand on voit l'équipe du Sénégal. Perdre, non? Non, de gagner, j'allais dire, de gagner. Elle a gagné jusqu'en demi-finale. Mais non, mais ces chiffres-là sont d'abord des chiffres à consolider. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il faudra les pondérer avec ce que le gouvernement gabonais a pu percevoir comme droit. Il y a eu des droits, c'est ce qui, pour nous, nous fait rager quand nous sommes à l'étranger, parce que nous ne pouvons pas regarder sur les chaînes africaines la Coupe la CAN, alors que, mais la raison, c'est qu'il y a des personnes, enfin des entreprises qui ont acheté les droits, et ces droits-là coûtent extrêmement cher. Donc il y a eu de l'argent qui est rentré, il y a eu des dépenses, il faudra faire la balance. On en reparlera prochainement. Beaucoup de dépenses pour de bonnes choses, d'après vous, Monsieur Gomis? Bon, je pense que c'est... on peut a priori penser que, vu la situation dans laquelle se trouve le continent, trouver le montant exorbitant. Mais moi, je pense que les Africains, à l'instar de tous les autres peuples du monde, méritent aussi des moments de divertissement et de joie. Donc, en attendant que le chiffre soit pondéré et qu'on puisse savoir ce que le gouvernement aussi, si le gouvernement a trouvé son compte ou pas, on peut quand même trouver cela plus ou moins raisonnable comparé au coût des autres manifestations à l'international, par exemple. Monsieur Sylla, pour conclure, est-ce qu'une somme pareille profite à la population gabonaise, d'après vous? Oui, après, toute la question repose sur ça. Bon, c'est une compétition sportive et puis les gens étaient contents, mais je pense qu'il y a beaucoup de priorités, effectivement, en Afrique, notamment sur la formation, sur l'éducation, sur la santé. Alors, je ne sais pas trop, mais je laisse en tout cas le temps pour... Pour rajouter, Jean-François, je vous en prie. Juste un point quand même, parce qu'une coupe comme celle-là donne lieu à des investissements et à des investissements dans des infrastructures qui sont pérennes. Les stades qui ont été construits n'ont pas été... Après, il faut savoir comment les utiliser. On a déjà vu qu'il y a eu des problèmes lors de villages. D'accord, mais ça, c'est des problèmes d'utilisation qui doivent être gérés ensuite. Ça peut profiter à la population, ce que je voulais dire, ça peut profiter à la population et au pays, pourvu que la gestion soit une gestion rigoureuse et qu'elle soit bien inspirée. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que les États africains s'organisent pour se donner les moyens de continuer à organiser ce type de manifestation avec leur propre argent et sur nos deux continents, plutôt que de l'emmener ailleurs. Nous avons déjà nombre d'entraîneurs qui sont européens, ça suffit. Ça suffit. Et c'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré aux relations entre le Sénégal et la Gambie voisine. Remerciements à François Gomis, docteur en sciences politiques. Merci pour votre intervention sur ce plateau. Merci à vous également, Amadou Sylla, vous êtes le coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Merci Diarra. Et enfin, merci Jean-François pour cette participation. Merci Diarra pour votre accueil et ravi de cette première émission ensemble. Plaisir partagé Jean-François et merci à vous, bien entendu, chers téléspectateurs. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'Africa Newsroom. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.